Salut Nathanaël. Salut Marc. Ravi de te retrouver Nathanaël. On est là pour parler de ton livre qui vient de sortir en octobre 2025 qui s'intitule 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. Tu t'appelles Nathanaël Wallenhorst. Tu es à l'origine un spécialiste de l'éducation. C'est là-dedans que tu as fait tes études. Et tu es le doyen d'une université qui s'appelle l'UCO à Angers. De la faculté d'éducation de l'UCO. De la faculté d'éducation de l'UCO d'Angers, la douceur angevine. Tu nous viens de là-bas. On te voit partout en ce moment sur les plateaux de télé, radio, chez les confrères, consoeurs, podcasteurs, etc. que je salue. Du coup, je voudrais commencer cette émission, mon cher Nathanaël, par une citation que tout le monde a dite, entendue ou répercutée. Et tu vas voir qu'il y a un petit twist. Cette citation, tu la connais, c'est « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Avant de t'entendre là-dessus, je te dis tout de suite que cette citation, elle est indifféremment, et ça c'est un grand mal de l'époque, je trouve, moi qui pense que le diable vit dans les détails. En fait, souvent ces citations sont répercutées par des gens qui n'ont pas lu les livres, qui ne connaissent pas les auteurs concernés, et donc c'est un peu le petit bonheur, la chance, les gens auxquels elles sont attribuées. Moi j'essaye de faire attention. Elle est souvent attribuée à Antoine de Saint-Exupéry. Ce n'est pas l'auteur de cette phrase, Antoine de Saint-Exupéry, même si elle lui irait bien, je suis d'accord. Cette citation est une version paraphrasée en fait d'une pensée attribuée à un chef amérindien qui s'appelait Seattle, qui a donné son nom à la célèbre ville de Seattle, qui était le chef des Squamish et des Duwamish, des tribus amérindiennes. Qu'est-ce que tu penses de cette citation ? Moi, je pense qu'elle aurait pu figurer dans ton bouquin. C'est à peu près la citation qui est mise en exergue, qui est de dire en fait tout l'enjeu est qu'on devienne de bons ancêtres. Effectivement, cette phrase, tu en as mis un des avatars. Tu cites un certain Jonas Salk, S-A-L-K, qui dit « Notre plus grande responsabilité est d'être de bons ancêtres ». Nathanaël, qui est ce Jonas Salk ? C'est quelqu'un qui a trouvé, créé, inventé le vaccin contre la poliomyélite. Et puis, ce qu'il a fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai mobilisé cette citation de lui, en fait, il a choisi de ne pas la breveter pour qu'elle bénéficie le plus largement possible à des millions de personnes qui en avaient besoin, qui en ont eu besoin, qui ont réussi à avoir une vie correcte ensuite, non infestée par cette maladie qui est terrible. Et à l'heure où le moindre vaccin, etc., fait l'objet de prise de position par des traders, de spéculation, etc. C'était pour rappeler aussi la façon dont les uns les autres, on travaille aussi au service du bien commun, au service de l'aventure humaine, voilà. Jonas Salk, tu viens d'en faire la démonstration. Il a inventé son vaccin contre la polio, c'était en 1955. Donc lui, c'est un bon ancêtre. Avec toi, dans cet épisode, Nathanaël, je voudrais faire un autre type de prospective. On a largement raconté tout ce qui risquait de déconner dans les 3 épisodes précédents, cher Nathanaël. Avec toi, là, je voudrais me livrer à un autre exercice de prospective, en l'occurrence, voir comment on peut éviter toutes ces emmerdes, tous ces ennuis. Tu en parles pas forcément dans le bouquin, mais pour autant... Alors, ce livre, il est écrit pour que progressistes, conservateurs, libéraux puissent se mettre d'accord sur les faits. Et donc, je n'ai pas voulu, à cet endroit, encombrer le lecteur de mes propres espoirs, des propres endroits de remédiation qui me semblent être envisageables, etc., pour qu'à un moment donné, chacun puisse se saisir des faits et à partir de là, construire une réponse intellectuellement honnête, à la hauteur des enjeux, pour faire advenir des ruptures qui soient réalistes, justes, etc. Et donc voilà. Mais si on m'interroge pour dire, ok, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, de fait, je peux en dire quelque chose. On peut peut-être commencer juste par une image, on va dire. On a commencé notre premier épisode en parlant du handball. Oui, ton sport favori. Oui, tout à fait. Donc effectivement, j'aime vraiment beaucoup le handball. Et puis c'était quelque chose d'important dans ma vie, en fait. Un sport à travers lequel je me suis construit aussi beaucoup. Voilà. Alors, la situation, elle est chaud tendue, on va pas se mentir. On est mené au score. On est mené au score de 4-5 buts. Il reste 5 minutes. Mais jamais dans toute l'histoire du handball, il y a un type qui est parti prendre sa douche à ce moment-là. C'est le moment où tu te défonces, tu donnes tout ce que tu as, et puis c'est tout. Et puis tu vas pas commencer à te tâter le pouls en disant mais peut-être qu'on va perdre, peut-être que machin. Ou si jamais tu viens, on te sort sur le banc et puis on met un autre type à ta place. Mais de toute façon, tu vas pas dans les vestiaires pour prendre ta douche. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que ce qui compte là, maintenant, où on en est, c'est de se défoncer, c'est de tout donner, c'est d'y aller. Parce que parfois on peut se dire ah mais est-ce qu'on va réussir ou pas ? Alors réussir quoi ? Le premier truc c'est réussir à contenir l'emballement du système Terre pour pérenniser la vie humaine en société. C'est ça l'enjeu fondamental. Est-ce qu'on va réussir ? Oui, parce qu'on le doit,
parce qu'on n'a pas le choix. Je ne peux pas envisager qu'on échoue à cet endroit-là. Ce serait irresponsable de dire ouais, on va peut-être échouer, désolé les gosses, désolé les survivants, etc. On s'est chié dessus, on s'est loupé, etc. Non, ça c'est pas possible, c'est pas recevable. Alors, il nous faut juste quelques chiffres pour pouvoir identifier le problème et pouvoir le positionner à la bonne hauteur. On va prendre les chiffres officiels à partir desquels la géopolitique internationale travaille, c'est assez simple, et on va en faire la traduction au niveau français pour voir, nous, à peu près, ce qu'il faut qu'on arrive à faire. On doit passer de 9 tonnes équivalent CO2 par Français et par an à 2 tonnes. On a à peu près ces éléments en tête. Donc il faut qu'on divise par 4,5. Il y a une corrélation, elle n'est pas complètement de 1, mais il y a une vraie corrélation entre l'empreinte environnementale d'un individu et son niveau de revenu. En d'autres termes, ne perds pas ton fil, il faut qu'on divise notre train de vie par 5. C'est ça ce que tu as dit avec ton chiffre, passer de 9 à 2 tonnes. C'est ce que j'étais en train de dire. Je vois que tu l'as capté immédiatement. Le salaire médian en France, c'est 2 500 €. Donc, il faut qu'on arrive à vivre avec 2 500 divisé par 4,5 égale 600 à peu près. En gros. Alors là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes parce que ça ne passe pas. Oui. Ça ne passe pas. Alors évidemment, quand on dit ça ne passe pas, là, tu as tout de suite un type qui dit « Non mais t'inquiète, j'ai mis un ingénieur sur le coup. » Ah ouais, d'accord, un ingénieur quoi. Le type qui a créé la bombe nucléaire, c'est lui à qui tu confies l'aventure du monde. Donc là, j'ai envie de dire « Waouh !» Et un type qui va raisonner innovation. Innovation pourquoi ? Pour pouvoir le remettre sur le marché et pour pouvoir relancer le marché de la croissance verte, du développement durable, etc., etc. Mais en fait, non. À cet endroit-là, je ne peux pas faire l'acte de foi que leur seule prouesse technologique, d'innovation, etc. vont être suffisants. À cet endroit-là, moi, j'ai plutôt envie de dire, mais passons de l'innovation à la limitation. Et il faut qu'on arrive à rester dans cette impuissance. Cette impuissance, elle nous met mal à l'aise parce que très vite, on a besoin de reprendre la main et de se dire, non, mais c'est pas possible, ça passe pas, il faut que ça passe, donc il faut qu'on trouve. Donc on s'arrête, ça ne passe pas et on doit réussir. Donc il faut qu'on réinvente le monde fondamentalement, structurellement, de telle sorte qu'il permette la pérennité de la vie. Voilà, moi où j'en suis. Et alors à cet endroit-là, on va dire, alors, ok, mais alors ça voudrait dire quoi, en gros ? Donc ça veut dire fondamentalement, très concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente le manger, l'habiller, le loger, le travail, le se déplacer, etc. Il faut qu'on réencastre nos démocraties. Moi, je suis un démocrate et en tout cas, je ne regarderai pas du tout du côté ni de la révolution, on fait tout péter, machin, etc., ni à un moment donné d'un pouvoir fort, petite dictature verte à la chinoise ou je sais pas quoi. C'est pas du tout mon kiff. Moi, c'est la démocratie. Il faut qu'on arrive à réencastrer nos démocraties dans les limites planétaires, qu'on arrive à réarticuler la liberté avec les limites fondamentalement. Et puis maintenant, peut-être on peut parler de mesures concrètes qu'on pourrait imaginer. Nathanaël, avant d'en venir à une série de questions-réponses un peu rapides, comme on aime bien, toujours pareil, cette métaphore de hand, là. Moi aussi, j'adore le hand, donc on va se faire un truc là, entre handballeurs de 1m91. Je rappelle que toi et moi, on fait exactement la même taille. C'est assez rare que je reçoive des invités qui font 1m91. Nathanaël, parle-moi des mesures concrètes pour qu'on commence à infléchir tout ça. Oui, on doit se poser 3 questions et à partir de là, on doit rentrer dans le concret. On arrête qui ? On arrête quoi ? On arrête quand ? Ce qui nous revient, c'est d'arrêter pour pouvoir, à un moment donné, avoir un effet sur le système Terre. On a entendu parler, là, ces derniers temps, de la taxe Zuckman. Alors, si j'ai bien compris, la taxe Zuckman, c'est tu vas taxer de 2% un type qui a un patrimoine, un capital Plus de 100 millions. 100 millions. Plus de 100 millions. Et on a réussi à trouver le moyen d'une majorité au sein de nos 577 députés pour voter contre. Tu n'as pas un petit père qui a 100 millions en banque, mais ils ont quand même trouvé le moyen de voter contre. Donc là, on peut se dire, mais en fait, pour qui travaille-t-il ? Est-ce qu'il travaille justement pour les 1800 foyers fiscaux français qui ont un capital de plus de 100 millions ? C'est quand même assez troublant. Ce qu'il faut qu'on arrive à imaginer, c'est une toute autre taxe. C'est une taxe, moi je l'appelle Gen Z, Génération Z. Et cette taxe, elle est très très simple. Que tu sois milliardaire ou que tu sois smicard, tu as le droit de consommer un. Et maintenant, on débat ensemble, c'est quoi un ?
Moi, j'espère que les types d'1m91, ils consommeront 1,2 parce que. Mais peut-être il y en a d'autres qui vont dire bah non, les gars, désolé, mais on va vous mettre au régime, comme tout le monde. Bah très bien, débattons. Et essayons de choisir ce 1 de telle sorte qu'à un moment donné, il soit responsable du point de vue de l'avenir et qu'on puisse regarder droit dans les yeux nos enfants, quoi. Voilà un premier truc, une taxe Gen Z. La taxe Gen Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes qui ont déjà pas de thunes, ils vont devoir payer des trucs? Non, la taxe Gen Z, Je te c'est taquine, une mais c'était taxe juste pour qu'ils nous comprennent. pour la génération Z. C'est une taxe qui soit responsable Ah. pour nos jeunes. Et en fait, c'est une taxe. Alors, c'est un jeu de mots, comme il y a le Zuckman avec un Z, c'est pour dire, mais en fait, oui, de fait, il y a quelque chose d'intéressant. C'est un article que j'ai écrit pour AOC là-dessus. Il y a quelque chose d'intéressant chez Zuckman, mais Zuckman, il est mimi, c'est du pipi de chat cette taxe Zuckman. Il faut quelque chose d'un petit peu massif, réel, qui à un moment donné ait une efficience, quoi. Bon, voilà. Autre mesure. Une autre mesure, en fait, il se trouve que, et c'est particulièrement bien documenté par un politiste qui s'appelle Garrigou, il y a des personnes qui arrivent dans les plus hautes sphères de l'État, dans les cabinets ministériels, qui à cet endroit travaillent, manœuvrent, pour diminuer la force de la puissance publique au service d'intérêts privés, puis font un petit switch, vont à la tête d'entreprises du CAC 40, pour lesquelles ils ont préalablement, à un moment donné, dégagé le secteur, dégagé le terrain, pour pouvoir avoir plus d'efficience au niveau du privé. Et puis ensuite, ils peuvent revenir dans un cabinet ministériel, etc. Et ces transferts entre le privé et l'État qui font que la puissance publique perd de sa force et qu'elle sert des intérêts privés, ce qui est vraiment une façon de pervertir fondamentalement ce qu'est la puissance publique, ça ne va pas. Et il faudrait qu'on mette en place une loi de séparation entre le privé et le public. Nathanaël, il me semble que tu as aussi une mesure qui concerne la suppression de la pub. Ça m'intéresse. Ouais, c'est une épopée cette affaire. Il y a quelques années, on a donc le président Emmanuel Macron, il te chope 150 clampins tirés au sort. Voilà, des citoyens tirés au sort. Et avec ça, il crée la Convention des citoyens pour le climat. Il te les forme. Alors, il te les forme avec des bons formeurs, entre guillemets. Hein. Ils ont eu Valérie Masson-Delmotte, etc. Ils ont eu les bons. Voilà. Toi, t'en fais partie ou pas? Non. Bon. Et en pas fait, assez payé. ils ont eu 7 fois 3 jours de formation. Les types, ils sont moins formés qu'un gars qui a le BAFA. Il y avait sur ces 150 campagnes, il y en avait 30 campagnes, je le dis vraiment avec affection, avec 50 citoyens, mais pour dire en tout cas, ils ne sont pas experts sur les questions climatiques. Oui. Il y en avait 30 qui étaient plutôt climato-sceptiques. Oui. Et à la fin, 0. Alors, le climato-scepticisme, peut-être, on aurait pu imaginer qu'il y en ait un ou deux d'un climato-scepticisme très enquisté, etc., duquel il ne serait pas sorti. Mais il se trouve que ce n'est pas ce qui s'est passé. Là, il y en a 30 et voilà, il y a eu un effet à cet endroit-là. Et après, ces personnes-là, elles ont dû proposer 150 mesures, des mesures qui tombent sous le sens. Et la première d'entre elles, c'est si on supprimait la pub. Voilà. En supprimant la pub, de fait, ça vient reconfigurer la question du désir. Parce que fondamentalement, ce qui est en jeu, c'est qu'on arrive, et ça peut-être c'est une autre mesure, c'est qu'on arrive à désirer l'indésirable. L'indésirable, c'est quoi? C'est la limitation. C'est-à-dire qu'on arrive les uns et les autres... La sobriété? La sobriété, le fait de rechercher, de vouloir du moins. Moi, je suis enseignant-chercheur, et les enseignants-chercheurs, c'est un peu tous les mêmes, honnêtement. C'est des personnes, ils veulent juste qu'on leur foute la paix. Donc, en fait, ils adorent la liberté. Enfin, moi, j'adore la liberté. Je suis psychiquement très libéral de psychisme. Enfin, voilà, je veux juste qu'on me foute la paix, je sais ce que j'ai à faire, et puis c'est tout. Ouais, ça, c'est ton passé de pivot au handball. Enfin, tu sais ce que tu veux, quoi. Voilà. Bim bam, tu fous le boxon dans la défense. En même temps, j'en arrive à un moment donné, oui, à désirer, la limitation. Du moins. Parce qu'en fait, j'ai compris que sinon, c'était pas responsable du point de vue de l'avenir et de nos enfants. Et alors, à cet endroit, la question, c'est mais comment on désire l'indésirable? Comment on fait? Mais excuse-moi, j'ai une question intermédiaire, ne perds pas ton fil. Est-ce que toi, tu pratiques ce que tu prêches au quotidien? En d'autres termes, est-ce que tu arrêtes de prendre l'avion pour aller en vacances? Est-ce que tu bouffes moins de viande? Est-ce que tu fais gaffe à ta bagnole, etc. Parmi les autres citations là, qui sont attribuées Bien souvent sûr. à tort, tu as cette sublime citation qu'on attribue aussi à tort à Gandhi, tu sais, qui dit que l'exemplarité n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. J'adore cette citation. Et je te la retourne. Est-ce que toi, tu es exemplaire? Alors, un truc important, dès qu'on est
dans de l'exemplarité, dans de la transparence, etc., on est dans le mensonge. Parce que, en fait, personne est complètement héroïque, complètement Bien sûr. exemplaire, complètement transparent sur la façon dont il vit, etc. Et on peut Et ça, faire c'est des efforts. mises en scène. C'est-à-dire, moi, là, tout de suite, je te dis ce que je veux, et toi et les auditeurs, vous n'avez aucun moyen de vérifier si ce que Non, je mais dis est vrai. Est-ce que tu prends l'avion pour aller en vacances? Bah ouais, mais... Alors, donc, Oui, non. non. Donc, moi, je prends pas l'avion pour aller en vacances. Mais je ne veux pas en vouloir Ouais. à des personnes qui prennent l'avion pour aller en vacances. Ok. Ça n'est pas interdit. Mhm. Et en fait, la question, c'est au nom de quelle morale non fondée en droit on va aller à un moment donné se titiller les uns des autres, se juger les uns des autres. L'enjeu fondamental, il est ailleurs. Il est que le législateur, à un moment donné, si tu as prévu de faire un trajet, peut-être tu as prévu de faire un trajet pour aller à la COP, pour pouvoir infléchir sur les sûr. décisions, etc. Et là, oui, tu prends l'avion. Voilà. Ouais. Certains prennent le bateau, mais c'est aussi des constructions, des mises en scène qui ont une empreinte environnementale considérable, parfois plus qu'un vol en avion. Et donc, à cet endroit-là, que le législateur dise, bah oui, c'est possible. Et puis, un type qui, retraité, irait regarder les merveilles du Mexique, du machin, que le législateur dise non. Et qui dise peut-être oui à un jeune qui irait faire son Erasmus en Chine en disant mais en fait là c'est important, il y a une grosse dictature, il faut qu'on soit en lien avec eux, etc. Et à cet endroit-là, c'est la loi qui importe. Nathanaël, deux Et choses. après, je veux bien continuer de te répondre sur les éléments de ma vie, mais je pourrais te dire que... Enfin, voilà. Tout va bien. Nathanaël, deux choses. La première, c'est alors, réponds pas tout de suite. C'est qu'est-ce que tu penses de cette proposition qui a fait tant de bruit de Jean-Marc Jancovici, et au passage, qu'est-ce que tu penses de tout ce que dit Jancovici, puisqu'il va vous parler un peu des mêmes sujets qui concernent le climat globalement. Qu'est-ce que tu penses de sa proposition que dorénavant, on est tous un capital voyage en avion pour aller s'amuser, en résumé, histoire de commencer cette sobriété que tu appelles de tes voeux. Parce que comment tu veux que mettre en œuvre, là, en branle, ce que tu racontes, réduire son train de vie d'un facteur 5, c'est pas en y allant de manière optionnelle. Mais c'est par la loi, Voilà. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de Jancovici ? Et l'autre chose sur laquelle je veux te faire réagir, c'est ça. C'est-à-dire, c'est que comment tu veux, de manière non théorique, de manière un peu réaliste, réduire les trains de vie des Occidentaux d'un facteur 5 sans en passer par des mesures qui, vont déplaire. Bouffer moins de viande, moins prendre l'avion, faire attention à ses trajets, arrêter la pub, tous ces trucs. Alors, donc du coup, j'entends plusieurs questions. Première question sur une proposition de réduire à 4 le nombre de vols long courrier dans une existence qui a été amené comme ça dans le débat public par Jean-Marc Jancovici. C'est un chiffre qui ne pond pas par hasard, dont il est capable de rendre compte de façon assez précise. Du coup, je trouve ça intéressant. Et donc, pour moi, oui, bien sûr, c'est vers ce genre de choses qu'il faut aller. C'est pas ce que je souhaite, ça me fait pas plaisir. Enfin, ce que je souhaite dans le sens, ça me fait pas plaisir à un moment donné d'être comme ça, limité, etc. Mais c'est nécessaire parce que l'illimitation, elle est meurtrière, l'illimitation. C'est assez simple. On a un stock de ressources limitées. À chaque fois que tu vas taper dans le paquet, tu empêches quelqu'un de taper dans le paquet. Donc à chaque fois que tu tapes un peu trop dans le paquet, tu bouffes un gosse. Et pour utiliser des images un peu cash. Et puis autre chose, c'est que il y a une dimension systémique dans ce paquet de ressources et à chaque fois que tu tapes dans le paquet, il y a une dimension systémique, c'est-à-dire qu'en fait, tu scies la branche sur laquelle tu es assis ou sur laquelle on est assis collectivement. Une image pour dire ça. On marche sur un lac gelé. Il y a deux solutions. Ou la glace tient ou elle ne tient pas. Et donc, on doit alléger notre empreinte sur la Terre. Et ça, c'est nécessaire. Et donc, que oui, ça suppose, à un moment donné, des quotas à la consommation. C'est aussi simple que ça. Si on veut vraiment alléger notre empreinte sur la Terre et ne pas courir le risque que la glace lâche. Dans les mesures drastiques, faire moins de mômes, comme ils ont fait en Chine. Alors, à cet endroit-là, donc de fait, comme tu l'as souligné au premier épisode, avec un copain, Frédéric Spinirny, on a écrit ce petit texte, « Vous voulez sauver la planète ? Faites des gosses ». À cet endroit-là, moi voilà ce que je pense, mais j'entends tout à fait qu'on puisse penser autrement. C'est contradictoire ce que tu dis, faites des gosses. On a l'impression qu'il y a besoin de moins d'humains sur la planète. Si je reprends ta métaphore du lac gelé, là, on a l'impression que si on était moins sur la glace, ça tiendrait mieux. Alors l'empreinte environnementale, c'est le nombre de personnes fois la consommation fois la technique. Donc en fait, il y a 3 facteurs. Et donc ça ne veut pas forcément dire qu'il faille réduire le nombre d'humains. Oui, réduire le nombre d'humains, c'est une réduction de facteurs.
Fondamentalement, c'est l'endroit où, de mon point de vue, on n'a pas besoin de beaucoup se concentrer parce qu'en fait, il y a une baisse de la natalité qui est considérable. Voilà. Dans les pays occidentaux. En tout cas, en Europe, en tout cas dans les pays qui ont un problème de surconsommation et donc qui sont les principaux responsables de la façon dont on scie la branche sur laquelle on est assis, de fait, à cet endroit-là, il y a une baisse de la natalité. Donc les méga consommateurs, ils vont diminuer en quantité. Alors après, le problème, on a le phénomène des milliardaires maintenant. Non, puis tu as les pays émergents qui rejoignent en niveau de vie nous autres. C'est-à-dire que les Chinois, je te fais pas un dessin, la classe moyenne, c'est fini le temps où ils étaient tous très pauvres, etc. Donc maintenant, tu as une immense classe moyenne. Il y a l'Inde qui est sur les brisés, qui est en train de rejoindre, je vois que tu fais oui de la tête. Ouais. Alors, la question, pourquoi ce petit texte, ça voulait sauver la planète, faire des gosses? C'est-à-dire, moi, il y a un endroit où je refuse de dire le combat est perdu et en fait, j'arrête là. Des enfants à naître dans le monde de demain, ça n'est pas possible. Il faut arrêter là l'aventure humaine, etc. Pour moi, c'est au contraire, c'est au nom de l'existence de nos enfants qu'on est contraint de remporter le match. Le match, de fait, contre un capitalisme qui est meurtrier et qui est destructeur. Et ça, on doit le gagner, mais c'est à cet endroit-là. Et je refuse aussi de mettre sur le même plan des gosses et un steak. Voilà, donc de fait, il y a des endroits où il faut qu'on revoie les choses, mais moi, c'est pas à cet endroit-là que j'ai envie de... Et après, j'entends tout à fait si une personne, et a fortiori si une femme dit, non, mais en fait, moi, je le sens pas, je veux pas faire d'enfant. Moi, je promeux pas des politiques natalistes, c'est absolument pas ça le truc. On a juste voulu, comme ça, interroger... quelque chose qui peut trouver place dans une existence sous forme de culpabilité, etc. Et c'est à cet endroit-là où je trouvais ça plus gênant. Très bien. Allez, une mesure suivante que tu proposes dans tes écrits, dans tes articles, pas que dans ce livre 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, qui est sorti au Seuil fin 2025. Nathanaël, désirer l'indésirable, c'est un peu une de tes punchlines. Comment on fait ça en ce qui concerne l'éducation ? Puisque je rappelle que toi, tu es diplômé là-dedans. Hein. Tu n'es pas climatologue, tu n'es pas biochimiste, tu es diplômé, ta spécialité, ce sont les sciences de l'éducation. Donc là, on est au plus près de ton foil personnel, de ton domaine personnel. L'éducation, quel rôle dans ce que tu préconises ? Donc alors, l'éducation, elle est à refonder de façon complètement profonde, radicale. C'est-à-dire, en fait, l'éducation, elle procède d'une époque géologique, l'Holocène, d'une maîtrise des écosystèmes. Et en fait, avec l'Anthropocène, on a affaire à une rupture aussi conséquente que celle qu'a permis l'éducation. Donc à cet endroit-là, il faut qu'on refonde fondamentalement. Et c'est la même façon pour toutes les sphères de notre société. Qu'est-ce qui a permis l'éducation ? En fait, ce qui a permis l'éducation, c'est... la maîtrise des écosystèmes, la capacité à dégager des excédents agricoles, à organiser à partir de là des espaces sociaux où on les a dealés, où on les a vendus, etc. Et à un moment donné, il y a des personnes qui ont été dédiées à l'éducation des enfants, à la formation des adultes ou à l'enseignement, où on a dit, tu vas t'occuper de mes enfants, puis tu vas les éduquer, et en échange, je vais te filer un casse-dalle et puis un paquet de blé. Puisque tu te replaces à cette grande frontière dans l'histoire de l'humanité qui a été le début de l'Holocène, c'est-à-dire il y a 12 000 ans, c'est-à-dire, je l'ai déjà mentionné dans nos épisodes, la fin des cueilleurs-chasseurs nomades et la sédentarisation, l'installation des agro-pasteurs, des premiers agriculteurs et des éleveurs. Tu parles d'éducation, mais on aurait pu dire culture, tout simplement. C'est-à-dire en s'organisant comme ça, il y a du temps qui a pu être dégagé, et ce temps a coïncidé avec des cultures de plus en plus développées, et donc à l'entretien de ces cultures, et ça s'appelle l'éducation. Donc du coup, parmi l'ensemble de l'éducation qui a repensé, à refonder, etc., où là, il faut une pluralité de personnes pour penser avec différents types de sensibilités. Moi, j'ai une sensibilité plus politique, il y a des gens qui ont une sensibilité plus, spirituelle, en disant, en fait, faut arriver à cultiver d'autres types de biens, de machins, de trucs. Bon, un truc, vraiment, je rêverais qu'il se passe ça un jour. C'est à un moment donné qu'on nous ponde un ministre de l'Environnement qui nous dise « Mais en fait, je vous rassure, je vais prendre aucune mesure. Par contre, pendant 1 an, je vais vous parler de ce qui se passe au niveau du système Terre. Je vais vous présenter des chercheuses, des chercheurs, etc., de leurs résultats de recherche, et voilà. » Direct, cash, sans se soucier à un moment donné, sans état d'âme, sans se soucier de ce que ça va nous faire vivre, etc. Qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on comprenne la gravité et la profondeur de ce qui est en jeu, qu'on comprenne la façon dont nos sociétés elles sont en train d'être pulvérisées si on est sur la même trajectoire climatique, et qu'on fasse ça pendant 1 an, dans l'espoir, alors complètement naïf et utopiste, d'arriver à toucher le petit cœur des lobbyistes. Je continue de croire qu'il y a un cœur derrière leur stratégie complètement perverse. Mais voilà, et ce que je veux dire derrière, c'est que pour l'instant, je sais bien
que savoir n'est pas suffisant pour agir. Ça, je le sais, et c'est toute l'histoire de la production du savoir ces dernières décennies et de l'ampleur de l'inaction publique à côté. Mais ne pas savoir n'est pas aidant non plus, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas suffisamment, on n'a pas compris l'ampleur des risques. Et voilà, déjà qu'on puisse ancrer cette dimension-là. Nathanaël, si tu avais 30 secondes pour expliquer à un dirigeant ou à un lobbyiste ce qu'il a toujours pas pigé de l'anthropocène, tu lui dirais quoi ? 30 secondes, moins de 30 secondes. Je lui dirais que toute sa vie, elle résulte d'un équilibre stable et prévisible entre le climat et les écosystèmes. On est en train de rompre ça, et donc derrière, c'est toute la structure de sa vie qui est en train d'être réorganisée, réorientée, de connaître des ruptures et fondamentalement de connaître de la souffrance. Question claire, réponse claire. Est-ce que nos sociétés doivent renoncer à une partie de leur confort ou est-ce que la transition peut se faire sans sacrifice majeur ? La transition, c'est un mensonge. On est obligé de renoncer à notre confort. Donc il n'y a pas de transition, c'est une rupture, c'est ça que tu dis ? Tout à fait. Bon. On a parlé tout à l'heure des limites planétaires, tu sais, il y en a 7 sur 9 qui ont été franchies. Quelles sont les 2 qu'un gouvernement devrait immédiatement intégrer dans ses lois ? Climat, biosphère, enfin diversité fonctionnelle des écosystèmes. On dit souvent que les jeunes sont éco-anxieux. Toi, je rappelle que tu enseignes, tu es prof. Est-ce que c'est un symptôme individuel ou la réaction psychique normale d'une génération qui voit le monde en train de partir à volo ? Ici, l'inquiétude, ça veut dire avoir les yeux en face des trous. Et l'angoisse, de mon point de vue, elle porte pas tant sur la transformation du système Terre que sur l'inadaptation de la réponse politique. En d'autres termes, on a un cancer et on nous dit « t'inquiète, un pansement, ça va le faire et je vais même t'en vendre 2 pour le prix de 3 ». On parle souvent du monde d'après, Nathanaël. D'après toi, est-ce qu'on est déjà dedans ou est-ce qu'on est dans un monde de l'entre-deux ? Alors, le monde d'après, il s'agit de savoir de quel monde on parle. C'est-à-dire, si on parle du monde après franchissement des principaux tipping points, etc., ça, on ne doit jamais y entrer. Ça, c'est une bombe nucléaire qu'on doit débrancher. Voilà. Et donc, en ce moment, on est toujours dans le monde d'avant, c'est-à-dire un monde qui postule une pérennité, une stabilité des sociétés et une pérennité, une stabilité des écosystèmes. Bon, ça ne va pas et on doit justement rentrer dans un autre monde qui ait un effet positif sur le système Terre. Ouais. Allez, une question plus axée boutique Baleine sous Gravillon. Tu sais que nous, notre préoccupation principale, c'est la biodive, c'est le vivant. Est-ce que tu constates comme moi qu'il n'y a pas un Français sur 100 qui s'intéresse un tout petit peu au vivant et encore moins au point de lui faire quelques sacrifices ? Est-ce que tu constates comme moi que le vivant aujourd'hui, c'est vraiment un truc qu'il y a dans nos marges, qui est soit distrayant le temps d'un petit doc, soit utile pour ce qu'on mange et soit optionnel quand il y a un truc qui nous plaît ou qui nous plaît pas et qu'on flingue et qu'on décrète nuisible ou espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc, comment tu vois, toi, la cohabitation avec le vivant, si je mets un petit peu la focale là-dessus ? Notre existence comme humain, elle procède d'une coexistence. Elle procède d'une coexistence avec l'ensemble du vivant. Et à cet endroit-là, il y a 2 choses. On a fondamentalement un manque d'empathie vis-à-vis des autres vivants, et puis fondamentalement une bêtise, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure de la façon dont nos existences, elles sont tributaires des autres espèces. Très bien, Nathalie, un grand merci d'être passé. Je ne peux pas ne pas te soumettre à l'ultime question traditionnelle de combat, tu la connais. C'est notre média s'appelle Baleine sous Gravillon. Qu'est-ce que tu penses de cette expression, notamment quand tu la croises avec tes propres travaux à toi ? Baleine sous Gravillon, qui dérive d'anguille sous roche, tu le sais. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que tu y mets, toi, dans la baleine sous le gravillon ? La façon dont ça a fait image la première fois où j'ai entendu Baleine sous Gravillon, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument énorme qu'on ne prend pas en compte. En ce moment, à l'Assemblée, on débat de trucs complètement anecdotiques. Et ce qui est absolument énorme, on n'en parle pas. Je ne pouvais pas mieux le résumer. Un immense merci, Nathanaël, d'être passé. Je te rends ta liberté, tu files. Là, tu es en pleine promo de ton bouquin. Je rappelle le titre, 2049, ce que le climat va faire l'Europe. C'est ça ton livre, hein. C'est ton obsession, l'Anthropocène. On a détaillé ce qui contient dans cette série. Un grand merci, Nathanaël. À bientôt. Salut. Salut Marc, merci. C'était absolument fabuleux d'échanger avec toi. Tu es libre. Non, vraiment, merci. C'était génial. Tu es libre. Absolument génial. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. Pour commencer, tu peux partager nos liens
à tes proches. 2, très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3, encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Hello Asso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.